La chose se déplaçait de manière étrange, comme si elle était accroupie à moitié, ses bras ballants traînant presque au sol. Hier matin, je me suis réveillé avec un profond sentiment de gratitude, pleinement conscient de la chance d'entamer une nouvelle journée. La lumière douce de l'aube traversait les rideaux, et en me levant, j'ai ressenti une sérénité particulière. En regardant par la fenêtre, j'ai pris une grande inspiration et, avec un sourire sincère, j'ai dit doucement « Bonne année, papa ». Je crois fermement que les esprits restent connectés à nous, qu'ils continuent à entendre et à percevoir ce que nous vivons. Dans l'après-midi, nous sommes allés rendre visite à ma tante, la sœur de ma mère. Sa maison était accueillante, remplie de rires et de conversations animées. Les enfants jouaient dans un coin, les adultes partageaient des souvenirs, et l'odeur de la cuisine flottait dans l'air. Alors que je me détendais dans le salon, quelque chose d'inattendu est arrivé. Une odeur familière a envahi mes sens, celle du tabac que mon père fumait toujours. C'était subtil mais indéniable, et cela m'a immédiatement ramené à des moments partagés avec lui. Je me suis figé quelques instants, absorbé par ce parfum qui évoquait tant de souvenirs. J'avais l'impression qu'il était là, qu'il se tenait près de moi, invisible mais présent. Ce n'était pas seulement une odeur, c'était un signe, une manière pour lui de répondre à mes paroles du matin. Un message silencieux mais clair, qui disait « Je suis là ». Ce moment m'a réchauffé le cœur. C'était comme une étreinte intangible, une assurance que, même s'il n'est plus physiquement présent, il continue à veiller sur moi. J'ai ressenti un mélange de mélancolie et de réconfort, mais surtout une profonde reconnaissance pour ce lien qui transcende le temps et l'espace. Commencer la nouvelle année ainsi, avec ce petit miracle, m'a donné une énergie particulière. C'était une invitation à croire en la magie des liens invisibles et à avancer avec confiance, sachant que ceux qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. J'étais à l'étage quand tout cela s'est produit, loin de l'agitation de la fête. La maison était pleine de vie, remplie de rires et de discussions animées pour célébrer le nouvel an. C'est en descendant pour rejoindre tout le monde que ma mère m'a raconté ce qui s'était passé, visiblement encore sous le choc. Selon elle, alors que les invités bavardaient et profitaient de la soirée, une vieille dame est apparue dans la maison. Pas une simple invitée de dernière minute, elle portait une tenue entièrement blanche, des rastas immaculés qui descendaient jusqu'à ses bottes blanches montant presque aux genoux. Chaque détail d'elle semblait parfaitement coordonné, comme si elle avait été soigneusement mise en scène. Mais ce qui a vraiment glacé l'assistance, c'est qu'elle était là, près du sapin de Noël, sans que personne n'ait la moindre idée de comment elle était entrée. Toutes les portes étaient verrouillées, les fenêtres bien fermées à cause du froid mordant de l'hiver. Personne ne l'avait vue franchir le seuil. Pourtant, elle était là, parfaitement calme, presque comme si elle flottait au-dessus de l'agitation de la fête. Elle a demandé d'une voix claire et polie, « Suis-je à la bonne fête ?» La surprise a figé tout le monde. Les invités se sont regardés, un peu déconcertés, avant que quelqu'un réponde que non, elle s'était probablement trompée d'adresse. Elle a simplement hoché la tête, sans paraître gênée ni confuse. Puis, elle a tourné les talons et a quitté la maison, aussi discrètement qu'elle était venue. Mais en passant par la porte d'entrée, elle a laissé tomber 2 écharpes sur le pas de la porte. Quand ma mère m'a raconté cela, sa voix tremblait légèrement. Nous sommes sortis ensemble pour voir ces fameuses écharpes. Elles étaient d'un blanc éclatant, comme si elles n'avaient jamais touché le sol, et portaient un motif subtil mais indéchiffrable. Quelque chose d'étrange se dégageait de ces objets, comme si elles étaient chargées d'une énergie invisible. Quelques heures plus tard, les choses sont devenues encore plus troublantes. Mon oncle est arrivé et a garé sa voiture devant la maison. En entrant, il a raconté qu'il avait vu 5 hommes debout sur le trottoir, juste à l'extérieur. Ils formaient un cercle parfait, parlant à voix basse, presque comme s'ils exécutaient un rituel. Ils n'ont même pas levé les yeux lorsqu'il est passé à côté d'eux, comme s'ils étaient absorbés dans une tâche précise. Nous avons commencé à connecter les points. La vieille femme, les écharpes, ces hommes étranges dehors. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Ma mère a immédiatement pensé à quelque chose de surnaturel, peut-être une sorcière ou un signe de magie noire.
Elle m'a dit que dans sa jeunesse, elle avait entendu des histoires similaires, où des étrangers laissaient derrière eux des objets comme symbole d'une malédiction ou d'un rituel. Nous avons passé la nuit avec un poids sur la poitrine, comme si la maison elle-même était devenue inhabituelle, presque hostile. Les rires de la fête s'étaient éteints, remplacés par un silence pesant. Les écharpes restaient posées sur la table, et personne n'osait y toucher. Mon esprit tournait en boucle, cherchant une explication rationnelle, mais tout semblait indiquer que nous étions face à quelque chose qui nous dépassait. Depuis cette nuit-là, je ne peux m'empêcher de ressentir une présence étrange. Je regarde souvent par la fenêtre pour voir si ces hommes sont revenus ou si cette vieille femme réapparaît. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais une chose est sûre, quelque chose d'invisible plane au-dessus de nous, et nous n'avons pas encore compris si c'est une bénédiction ou une menace. C'était la veille du Nouvel An, il y a environ 1 an. 3 amis et moi avions décidé de passer la nuit ensemble, mais pour rendre la soirée encore plus spéciale, nous avions eu l'idée un peu folle de camper dehors, près des bois. Nous avions monté une tente et étions installés, riant et plaisantant comme des adolescents insouciants. L'ambiance était légère, pleine d'énergie, jusqu'à ce qu'un bruit vienne perturber notre tranquillité. Au début, ce n'était rien d'extraordinaire, un bruissement dans les feuilles. Nous avons supposé que c'était un animal, peut-être un écureuil ou un oiseau nocturne. Pas de quoi s'inquiéter. Nous avons continué à rire, à mettre de la musique, à jouer avec une lampe torche. Il était presque minuit quand les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Un bruit a retenti à l'extérieur, un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas un bruit normal, pas celui d'un animal connu. C'était un genre de gazouillement, mais déformé, presque extraterrestre. Ça ne ressemblait à rien de naturel. Pris d'une mauvaise intuition, j'ai dit à mes amis d'éteindre la lumière et de couper la musique. D'abord, ils ont protesté, pensant que je dramatisais. Mais j'ai insisté, cette fois avec plus de fermeté, éteignez tout, tout de suite. Ils ont compris que je ne plaisantais pas et ont obéi. Nous sommes restés dans le noir, à écouter attentivement. Et là, ce même bruit étrange s'est fait entendre à nouveau. Plus proche, plus clair. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas une créature normale. Mes amis étaient terrifiés, même s'ils essayaient de cacher leur peur. L'un d'eux a plaisanté en disant que c'était peut-être un feu d'artifice bruyant, mais je savais qu'il n'y croyait pas plus que moi. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le bruit à nouveau. Cette fois, il était encore plus près, juste à côté de la tente. J'ai senti un poids énorme dans mon estomac. Ce n'était pas qu'un bruit lointain, c'était quelque chose d'énorme qui se déplaçait, presque juste à l'extérieur. Mes amis ont commencé à paniquer et se sont tournés vers moi, sachant que j'étais la spécialiste des histoires paranormales dans notre groupe. Ils voulaient que je leur dise ce que c'était. Je leur ai dit, presque en plaisantant, que ça pourrait être un skinwalker, des créatures connues pour imiter des sons pour attirer leurs victimes. Mais cette explication, loin de les rassurer, les a encore plus effrayés. Le bruit est revenu, plus insistant, presque moqueur. L'un de mes amis a finalement appelé son frère aîné pour qu'il vienne rester avec nous. Quand il est arrivé, le bruit avait mystérieusement cessé. Nous avons tous fait semblant d'être soulagés, mais l'atmosphère restait tendue. Après un moment, nous avons décidé de faire une petite promenade nocturne, espérant que cela nous détendrait. Je dois avouer que j'étais partagé, une partie de moi voulait que nous tombions sur la chose, juste pour avoir une réponse claire à cette énigme. Mais une autre partie était terrifiée à l'idée de ce que nous pourrions découvrir. Le frère de mon ami avait un couteau avec lui, et moi-même, avec mes 4 années de karaté, je me sentais prête à affronter quoi que ce soit. Enfin, c'est ce que je voulais croire. Plus tard, nous sommes retournés à la tente. Nous avons remis la musique, allumé une lumière stroboscopique, essayant de faire revenir l'ambiance festive. Mais tout au fond de moi, je restais sur mes gardes. Quand le frère a quitté le campement, il nous a laissé son couteau, au cas où. Mes amis ont immédiatement décidé que j'étais la mieux placée pour le garder, étant la plus courageuse du groupe. C'est alors que le bruit est revenu. Ce même gazouillement étrange. Cette fois,
j'ai pris le couteau, dégainé, et ouvert la tente. À peine avais-je regardé dehors que j'ai entendu quelque chose courir rapidement vers les bois. Je suis resté figé, incapable de bouger ou de parler. Je suis retourné dans la tente, mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Vers 3 heures du matin, un cri, cette fois plus aigu et plus terrifiant, a résonné. Il était proche, puis s'est éloigné, avant de revenir. Comme si la chose jouait avec nous, essayant de m'intimider. Pendant des heures, j'ai surveillé le moindre bruit, le couteau en main, prêt à protéger mes amis. À 6 heures du matin, le bruit a enfin cessé. Je n'en pouvais plus. Je suis rentré chez moi, laissant un mot pour rassurer mes amis. Sur le chemin, les rues mal éclairées semblaient grouiller de menaces invisibles. Je ne voyais presque rien à cause de mes lunettes sales, mais je restais vigilante, guettant chaque mouvement. Quand je suis enfin arrivé chez moi, j'étais épuisé, mais soulagé d'être en sécurité. Ce qui s'est passé cette nuit-là reste un mystère. Mes amis continuent de prétendre que c'était un feu d'artifice ou un animal, mais je sais ce que j'ai entendu. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'avait rien d'humain. Depuis cette nuit-là, nous n'avons plus jamais campé dehors. Je n'ai pas raconté cette histoire depuis très longtemps, donc il se peut que certains détails soient un peu flous. Cela remonte au réveillon du Nouvel An 2004, ou peut-être 2005, quand j'avais 14 ou 15 ans. À l'époque, j'étais un adolescent sage. Je ne buvais pas une goutte d'alcool, surtout pas avant d'avoir l'âge légal, ce qui est souvent la première chose que les gens imaginent quand je leur parle de cette nuit du Nouvel An. Ce n'était pas le cas ici. J'étais allé à une fête chez une amie pendant que ses parents étaient absents. Lorsque ses parents sont revenus, nous avons décidé de laisser la maison tranquille et de poursuivre la soirée chez un autre ami. Vers 5 heures du matin, j'étais fatigué et j'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi. Le trajet à pied prenait environ 20 minutes. Tout s'est déroulé normalement jusqu'à ce que j'arrive à une portion un peu particulière de mon chemin, il fallait passer sous une autoroute. L'endroit est une sorte de tunnel ouvert, soutenu par des piliers massifs qui s'alignent comme des colonnes. La route sous l'autoroute est assez longue et traversée par 3 autres routes perpendiculaires. La première est juste à l'entrée du tunnel, la deuxième à environ 200 mètres, et la dernière à 300 mètres plus loin, à la sortie. Après cette dernière route, on débouche directement sur ma rue. Juste derrière la 3e route, il y avait un lampadaire et un club social, un de ces lieux de rencontre pour ouvriers, fermé à 7 heures de la nuit. Alors que je marchais, j'ai croisé quelques personnes par-ci, par-là, ce qui était normal à 7 heures, même en pleine nuit. Lorsque j'ai atteint la 2e route et aperçu une silhouette immobile sous le lampadaire au loin, je n'ai pas prêté attention. Avec le club social juste derrière, je me suis dit que c'était quelqu'un qui attendait, peut-être pour rentrer chez lui. En me rapprochant, j'ai remarqué que c'était une fille. Elle portait un costume qui ressemblait à une tenue d'époque, quelque part entre les années 1900 et 1920. Sa robe semblait claire, mais sous la lumière orange des lampadaires, il était impossible de distinguer sa véritable couleur. Elle était là, debout, fixant la route à sa droite, dans la direction d'où viendrait normalement la circulation. J'ai trouvé étrange de porter ce genre de costume pour un réveillon du Nouvel An, mais après tout, les gens aiment s'amuser et se déguiser, alors pourquoi pas? Je l'ai observée jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la dernière route. Elle était encore là, immobile, son regard fixé sur la route, presque comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. En traversant la rue, j'ai jeté un coup d'œil à gauche, puis à droite, comme d'habitude. Mais lorsque je suis arrivé de l'autre côté, la fille avait disparu. Je me suis arrêté net. Mon esprit s'est emballé. Aucune voiture n'avait passé, donc elle n'avait pas pu monter dans une voiture. Le club social derrière elle était fermé, ses volets métalliques tirés et solidement verrouillés. Je n'avais détourné les yeux que pendant 2 secondes, tout au plus. Pourtant, elle s'était évanouie, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, cherchant une explication rationnelle. Peut-être s'était-elle cachée derrière l'un des piliers massifs? Mais c'était impossible. J'aurais vu un mouvement, entendu un bruit. Il n'y avait rien, juste le silence oppressant de la nuit.
Je me suis senti étrangement vulnérable, comme si quelque chose de plus grand que moi venait de se produire. Le reste du chemin jusqu'à chez moi s'est déroulé dans une sorte de brouillard mental. Je ne pouvais pas chasser cette vision de mon esprit, cette silhouette figée, ce costume d'un autre temps, et cette disparition inexplicable. Encore aujourd'hui, je me demande si ce que j'ai vu était une personne réelle, ou quelque chose d'autre. Une âme errante ? Un fragment du passé qui aurait traversé le présent pour un bref instant ? C'était le soir du Nouvel An 2016, à Ixtapa, au Mexique. Chaque année, ma famille et moi passons les fêtes là-bas, car nous possédons un appartement dans la région. C'est une tradition qui permet à mon père de prendre un peu de recul par rapport à son travail et de se détendre. L'appartement que nous possédons se trouve dans un complexe qui compte 24 appartements, répartis dans 4 tours identiques. Chaque appartement a une petite terrasse avec un jacuzzi dans un coin. Depuis que nous avons cet appartement, mes parents se sont liés d'amitié avec plusieurs autres résidents, ce qui crée une ambiance conviviale pendant les fêtes. Ce soir-là, pour le Nouvel An, nous étions invités, comme beaucoup d'autres résidents, à une fête dans l'un des appartements. Environ 35 personnes étaient présentes. L'appartement en question se trouvait au 4e étage, et nous sommes arrivés vers 22h, après avoir dîné en famille. L'ambiance était festive, tout le monde riait, discutait et se préparait à accueillir la nouvelle année. C'est alors que, vers 22h50 ou 23h, une des amies de ma mère a regardé le ciel et a dit qu'elle voyait quelque chose d'étrange. Au début, la plupart des invités, moi y compris, n'y ont pas prêté attention, pensant qu'elle exagérait ou qu'elle voyait une illusion quelconque. Mais au fil des minutes, de plus en plus de personnes se sont mises à regarder le ciel. Intrigués par la commotion, nous avons tous fini par sortir sur la terrasse pour voir de quoi il s'agissait. Ce que nous avons vu était difficile à expliquer. Cela ressemblait à des étoiles qui scintillaient, mais d'une manière inhabituelle. Ces étoiles semblaient regroupées, plus proches les unes des autres que ce qu'on voit habituellement dans le ciel. Leur scintillement n'était pas naturel, comme un simple éclat, mais ressemblait plutôt à une lumière qui s'allume et s'éteint de manière intermittente, presque mécanique. Plus étrange encore, ce que nous pensions être des étoiles isolées ont commencé à bouger, se déplaçant lentement pour rejoindre ce groupe scintillant. À ce stade, l'ambiance est passée de la curiosité à une certaine appréhension. Nous étions tous figés, fascinés et un peu effrayés par ce que nous voyions. Le groupe a continué à grossir, atteignant un nombre estimé à 100 ou 150 étoiles, scintillantes dans une même zone du ciel. Ces lumières continuaient à s'allumer et s'éteindre, pas comme de véritables étoiles qui vacillent doucement, mais plutôt comme si elles répondaient à un signal ou à une commande. Puis, comme un banc d'oiseaux en mouvement synchronisé, tout ce groupe de lumière s'est mis en mouvement, traversant lentement le ciel avant de disparaître complètement à l'horizon. Nous étions bouche bée. Personne ne disait un mot, trop abasourdi par ce que nous venions de voir. Certains ont essayé de filmer ou de prendre des photos, mais rien n'est apparu sur les écrans de téléphone. La distance et l'obscurité rendaient toute tentative de capture inutile. Ce qui rend cette expérience encore plus marquante, c'est que nous étions environ 35 personnes à en être témoins. Ce n'était pas une hallucination collective ni le fruit d'une imagination amplifiée par l'alcool, personne n'était assez ivre pour inventer une telle histoire. De plus, un détail troublant est apparu par la suite, le fils du propriétaire de l'appartement nous a raconté qu'un an auparavant, un homme lui avait parlé d'un phénomène similaire observé au même endroit, à la même période. À l'époque, il avait balayé cette histoire, pensant que l'homme délirait ou exagérait. Ma famille et moi continuons de parler de cet événement à ce jour. Nous avons immédiatement cherché des explications, explorant des phénomènes naturels ou des événements astronomiques qui auraient pu expliquer ce que nous avions vu, mais nous n'avons rien trouvé. Rien de ce que nous avons lu ou entendu ne correspondait à cette expérience. Pour moi, cela reste l'un des moments les plus fascinants et inexplicables de ma vie. Je ne peux pas affirmer avec certitude ce que c'était, mais je suis convaincu que nous avons été témoins de quelque chose de rare, peut-être même d'extraordinaire. Et chaque année, quand revient le Nouvel An, je ne peux m'empêcher de regarder le ciel, espérant peut-être apercevoir à nouveau ces lumières mystérieuses.
Quand j'avais environ 12 ans, j'ai passé le réveillon du Nouvel An chez un ami pendant que nos parents étaient sortis dîner dans un restaurant de la ville voisine. La maison de mon ami était ancienne et assez isolée, et pour être honnête, elle me foutait la trouille. Pour y accéder, il fallait emprunter un long chemin envahi par la végétation. Beaucoup de mes camarades de classe disaient que la maison était hantée, et elle avait même été mentionnée dans un livre sur les fantômes, si je me souviens bien. Nous étions assis dans le salon, en bas, à regarder la télé, quand nous avons entendu un bruit énorme, un fracas assourdissant. Je me souviens encore du regard de mon ami quand nos yeux se sont croisés, remplis de choc et de peur. Nous avons mis un moment avant d'avoir le courage de nous lever pour aller voir ce qui s'était passé. Nous avons quitté le salon à pas feutrés et avancé dans le couloir en direction du reste de la maison. Le bruit semblait provenir de l'étage, alors nous sommes montés prudemment. Arrivés en haut des escaliers, un courant d'air glacé nous a frappés. C'était un froid mordant, presque irréel. Nous avons suivi ce souffle glacé dans le couloir jusqu'à une autre aile de la maison. Cette maison était immense, presque un manoir datant des années 1920. Au bout du couloir se trouvait la chambre des parents de mon ami. La porte était entr'ouverte et oscillait lentement, comme poussée par un souffle invisible. Nous nous sommes arrêtés net, pétrifiés. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne bougeait ni ne parlait. Finalement, mon ami s'est avancé, lentement, vers la porte. Moi, je restais figé, incapable de faire un pas, terrifié à l'idée de ce que nous pourrions trouver à l'intérieur. Il a poussé la porte et est entré dans la pièce. L'obscurité l'a englouti, et je ne pouvais distinguer que vaguement sa silhouette. Pendant un instant, il n'y avait que le silence, un silence si dense qu'il semblait peser sur mes épaules. Puis, soudain, il a poussé un cri qui m'a glacé le sang. Mon adrénaline a pris le dessus, et j'ai couru vers lui. En cherchant désespérément l'interrupteur, j'ai allumé la lumière. Là, il se tenait, immobile, le visage livide, fixant un coin vide de la pièce. Près de lui, il y avait un grand miroir antique, brisé en 1000 morceaux, éparpillé sur le sol. Je me suis approché, j'ai posé ma main sur son épaule et lui ai demandé s'il allait bien. Il a simplement dit, d'une voix à peine audible, « Elle a brisé le miroir ». Je l'ai regardé, confus, et je lui ai demandé qui avait brisé le miroir. Il a répondu, « La femme dans le coin ». Elle me l'a dit. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, sortir de cette maison. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parte, et il a hoché la tête, encore sous le choc. Alors que nous allions sortir de la pièce, une pensée m'a traversé l'esprit, je devais vérifier le miroir. Peut-être que le fil qui le tenait au mur avait simplement cédé. Je me suis baissé pour examiner le miroir. Le fil était intact, solidement attaché. Le clou dans le mur n'avait pas bougé non plus, toujours solidement ancré. Une terreur glaciale m'a envahi. Je lui ai dit d'appeler ses parents immédiatement et de leur demander de rentrer. Nous avons attendu dehors, près de la porte d'entrée, incapables de rester à l'intérieur. Quand nos parents sont arrivés, son père et le mien sont montés vérifier la chambre. En voyant le miroir brisé, ils ont supposé que nous avions joué et causé l'accident. Ils n'ont pas pris notre histoire au sérieux. Après cette nuit, mon ami n'a plus jamais voulu en parler. Le pire est arrivé des années plus tard. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, et en discutant avec ma mère à propos des souvenirs de Nouvel An, cette nuit-là est revenue dans la conversation. J'ai raconté ce qui s'était passé, et à ma grande surprise, elle m'a dit « Je te crois ». Elle m'a ensuite confié quelque chose qui m'a glacé le sang. La mère de mon ami lui avait raconté, quelques jours après cette nuit, qu'elle avait vu une femme dans sa chambre, lui disant de quitter la maison. En entendant cela, tout mon corps s'est mis à trembler, et les souvenirs de cette nuit sont revenus en rafale. Cela fait presque 12 ans, mais je n'ai jamais oublié, et je ne crois pas que je pourrai jamais oublier ce que nous avons vécu ce soir-là. J'avais 13 ans lorsque le nouveau millénaire a commencé, la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors que beaucoup de gens s'inquiétaient du fameux bug de l'an 2000 où faisait la fête, je me trouvais seul chez moi. En 1996, mes parents avaient divorcé, et après cela, ma mère et moi avions déménagé d'Oregon au Tennessee pour vivre avec sa meilleure amie.
Ce n'était pas la première fois que j'étais laissé seul, alors cela ne m'inquiétait pas. Souvent, je rentrais à la maison et trouvais un mot sur le comptoir de la cuisine disant qu'ils étaient partis en Floride pour quelques jours et que le frigo était rempli de provisions. Nous vivions dans une maison isolée, entourée d'arbres, à quelques kilomètres de la ville. C'était une rue tranquille où je connaissais la plupart des voisins, ou moins de vue, et je n'avais jamais eu de raison d'avoir peur de rester seul. Ce soir-là, je veillais tard devant la télé, les lumières allumées dans toute la maison. Non pas parce que j'avais peur, mais parce qu'à 13 ans, je ne me souciais ni des factures d'électricité ni de l'environnement. Je me sentais complètement en sécurité dans mon petit cocon. Je regardais un film, sur la chaîne USA. À plusieurs reprises, j'ai entendu des bruits étranges dehors, mais je pensais que c'était probablement des voisins. Certains faisaient une fête pour le réveillon, et bien qu'il ne soit pas tout proche, le son pouvait voyager. Mais au milieu du film, tout a changé. Vers minuit, l'électricité a soudainement été coupée. La maison entière est devenue noire, et je suis resté immobile sur le canapé, saisi par la panique. Je me disais que c'était sûrement une panne et que le courant allait revenir. J'ai décidé de rester sur le canapé avec ma couverture et d'attendre. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine, où se trouve la porte arrière. Mon cœur a commencé à battre à toute vitesse. Ça ressemblait au bruit d'une porte qui se fermait doucement. La porte arrière, située juste à côté de la salle à manger, mène directement à la cuisine, qui elle-même donne sur le salon où je me trouvais. Je me suis mis à écouter attentivement, chaque bruit semblait amplifié. Puis j'ai entendu des pas. Ils étaient calmes, non pressés, mais ils avançaient clairement à travers la cuisine. Mon instinct a pris le dessus, et je me suis glissé du canapé à quatre pattes, contournant l'ottoman, et j'ai commencé à ramper vers un espace étroit entre le canapé et un fauteuil. C'était un endroit où je savais que je pouvais me cacher, grâce à des parties de cache-cache dans le noir avec des amis. Mais avant que je ne puisse atteindre mon refuge, j'ai levé les yeux et vu une silhouette sombre se tenir dans l'embrasure entre la cuisine et le salon. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas crié, mais la peur m'a paralysé. Puis, dans un sursaut de panique, je me suis levé et j'ai couru aussi vite que possible dans le couloir. Je savais que je ne pourrais pas atteindre la porte d'entrée à temps. Alors, comme beaucoup d'enfants effrayés, j'ai couru vers ma chambre, la dernière porte au bout du couloir. Une fois à l'intérieur, j'ai claqué la porte et verrouillé la poignée, bien que je sache que ce petit verrou ne tiendrait pas face à une personne déterminée. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte. Pas un coup fort ou urgent, mais un coup mesuré, presque moqueur. Puis, l'intrus a commencé à rire doucement. Ce n'était pas un rire hystérique, mais un rire bas, comme s'il s'amusait de ma peur. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je cherchais désespérément quelque chose pour barricader la porte. C'est alors que j'ai vu la cage de mon perroquet, Beau. Il était un cadeau d'anniversaire pour mes 10 ans, et sa grande cage en fer était lourde et solide. Je l'ai poussé devant la porte, la faisant glisser sur le tapis. Mais ce bruit a alerté la personne de l'autre côté. Soudain, il a commencé à se jeter contre la porte, et j'ai entendu le bois craquer sous les impacts. Beau, réveillé par le chaos, s'est mis à hurler et à battre des ailes. Le vacarme qu'il faisait était assourdissant. Pendant tout ce temps, je me suis glissé sous mon lit, une structure métallique avec un futon en dessous. J'étais en larmes, terrifié. Les coups ont finalement cessé, mais Beau a continué à crier, et je suis resté là, caché, trop effrayé pour bouger. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais je me suis réveillé au petit matin. La lumière du jour m'a donné un semblant de courage. J'ai décidé de sortir par la fenêtre, pensant qu'il pourrait encore être dans la maison. Une fois dehors, j'ai remarqué que la porte arrière était grande ouverte. Je suis entré prudemment dans la maison, armé de tout le courage que je pouvais rassembler. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Mais en inspectant la cuisine, j'ai remarqué que le boîtier électrique était ouvert, et le disjoncteur principal avait été coupé. J'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres, remis le courant, et appelé ma mère en pleurant. Elle a demandé à un collègue de venir rester avec moi jusqu'à son retour. Après cela, elle a continué à voyager en Floride, mais je l'accompagnais toujours.
À cette personne qui a brisé ma sécurité cette nuit-là, je ne veux jamais vous revoir. Vous m'avez laissé avec une peur durable d'être seul chez moi, et je ne peux m'empêcher de vérifier chaque bruit ou de me demander où je pourrais me cacher si quelqu'un entrait à nouveau. Le réveillon du Nouvel An 2017 devait être une soirée amusante et détendue. J'avais invité quelques amis chez mes parents, qui étaient partis avec mes frères et sœurs pour célébrer à Tallahassee. Nous avions la maison pour nous seuls. C'était une grande maison dans un quartier tranquille de Stanwyck, en Géorgie, entourée d'arbres et de haies, offrant une parfaite intimité. L'air hivernal glacial, avec des températures proches de 5 degrés, créait une ambiance feutrée pour marquer la fin de l'année. Depuis quelques mois, l'ambiance à Stanwyck était tendue. La ville avait été marquée par une série de meurtres brutaux surnommés les meurtres du mois. Une fois par mois, un habitant disparaissait, retrouvé plus tard mort dans des circonstances souvent sordides. Mais depuis l'été, les meurtres avaient cessé, laissant la ville dans un mélange de soulagement et d'incertitude. Était-ce vraiment fini? En tant qu'étudiante en psychologie, ces affaires me fascinaient, même si elles me terrifiaient. Ce soir-là, cependant, mon esprit était surtout tourné vers la fête. Avec mes amis Ricky et Carol, nous avions décidé de passer la soirée à regarder des films d'horreur sur Netflix et à boire du vin. Une de nos amies, Allison, devait nous rejoindre plus tard, bien qu'elle ait déjà une réputation de toujours arriver en retard. La soirée avait bien commencé. Installés dans le salon, nous avions déjà visionné plusieurs films et ouvert une deuxième bouteille de vin. Mais à 23h30, un événement inattendu brisa la tranquillité de notre petit rassemblement. La sonnette retentit. Cela nous surprit, car Allison avait envoyé un message quelques minutes plus tôt disant qu'elle serait là dans 10 minutes. En ouvrant la porte, Carol trouva une silhouette vêtue d'un long manteau noir, portant un masque blanc au sourire exagéré. Au début, nous pensions que c'était une farce. Peut-être Allison qui avait décidé de se déguiser pour ajouter un peu de piquant à la soirée. Mais en une fraction de seconde, tout bascula. L'inconnu sortit un marteau de sa poche et frappa Carol à la tête avec une violence inimaginable. Elle s'effondra immédiatement, du sang coulant sur ses cheveux blonds et ses lunettes brisées tombant sur le sol. Ricky et moi étions pétrifiés. L'intrus s'approcha lentement, son marteau couvert de sang, et je réalisai que nous étions en danger de mort. Ricky me tira par le bras, et nous nous précipitâmes à l'étage, cherchant un endroit pour nous barricader. Nous nous enfermâmes dans une chambre, mais nos mouvements précipités n'étaient pas passés inaperçus. Le bruit des pas lourds de l'agresseur monta les escaliers, accompagné du martèlement régulier de l'arme contre les murs, comme une menace sonore. Dans notre panique, nous oubliâmes de vérifier la pièce. C'est seulement lorsque Ricky alluma la lumière que nous découvrîmes une scène encore plus terrifiante. Mes parents, que je croyais partis pour la soirée, étaient là, attachés et baignant dans leur propre sang. Leurs visages défigurés témoignaient d'une souffrance atroce. À côté d'eux, Allison gisait sur le sol, son corps mutilé au point d'être méconnaissable. L'horreur de cette vision paralysa Ricky. Pendant ce moment de choc, l'intrus força la porte de la chambre. En un instant, il était sur nous, et Ricky tenta de le repousser, mais il reçut un coup fatal à la tête. Son corps s'effondra à mes pieds. Je savais que je devais agir pour survivre. Profitant d'un moment d'inattention, je sortis un petit couteau que je gardais dans ma poche pour me défendre. Avec toute l'énergie désespérée que je pouvais rassembler, je poignardai l'agresseur dans le flanc. Il recula, grognant de douleur, et je profitai de cette ouverture pour fuir. Je dévalai les escaliers et sortis de la maison, courant dans l'obscurité glaciale sans me retourner. Je ne savais pas si l'agresseur me poursuivait encore, mais je courus jusqu'à chez un voisin, où j'appelai la police. Les autorités arrivèrent rapidement, mais l'agresseur avait disparu. Les enquêteurs découvrirent les scènes macabres dans la maison, mais l'identité du tueur reste un mystère à ce jour. Cette nuit-là changea ma vie. J'ai survécu, mais à quel prix? Chaque jour, je revis ces moments de terreur, les visages de mes amis et de ma famille me hantant sans relâche. Aujourd'hui, je consacre ma vie à comprendre ce qui pousse des individus à commettre de telles atrocités, dans l'espoir que cela puisse un jour empêcher d'autres tragédies.
Je ne sais pas si je trouverai un jour la paix, mais je sais que je ferai tout pour honorer la mémoire de ceux que j'ai perdus cette nuit-là. Cela s'est passé juste avant le Nouvel An, entre 2023 et 2024. Avant de commencer, une petite précision, je n'ai jamais pris de drogue, je n'avais pas bu une seule goutte d'alcool ce soir-là, et je suis parfaitement sain d'esprit. Ce n'était donc ni un délire, ni un état psychotique, ni quoi que ce soit du genre. Je suis une personne très rationnelle, j'ai étudié la psychologie à l'université, et j'ai toujours su trouver des explications logiques à tout ce que j'ai vécu. D'ailleurs, je suis probablement l'une des personnes les plus sceptiques que vous rencontrerez. Mais cette fois-ci, ce qui m'est arrivé me laisse sans la moindre explication. Voici l'histoire, c'était la veille du Nouvel An. Toute la journée, je me suis acharné sur ma machine à laver. Pour la première fois depuis que je l'ai achetée neuve, il y a 2 ans, elle me posait des problèmes. Le drap épais que j'avais mis dedans la rendait instable, et à cause d'un système de sécurité, elle affichait des codes d'erreur et s'éteignait. J'ai dû redémarrer 3 fois le cycle, en surveillant la machine à plusieurs reprises dans la journée. À un moment donné, j'ai même filmé une vidéo humoristique pour ma sœur en disant « Je vais littéralement m'asseoir devant jusqu'à ce que ça termine, parce que ça ne fonctionne pas ». Il est important de préciser que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Ce n'est pas une mémoire photographique, mais je suis extrêmement attentif aux détails et à mon environnement. Je connais parfaitement l'apparence de ma machine à laver. C'est un modèle récent avec un sèche-linge empilé dessus. La marque, c'est LG, et elle est connue pour ses designs esthétiques. Elle est noire et blanche, et comme je suis très méticuleux, j'admire régulièrement son aspect. C'est l'un des rares objets que j'ai acheté neuf, et je le nettoie scrupuleusement chaque semaine. Tout ça pour dire que je sais exactement à quoi elle ressemble. Ce genre de détails, on ne les retient pas toujours consciemment, mais si quelque chose change, on le remarque immédiatement. C'est précisément ce qui m'est arrivé. Ce soir-là, après avoir joué à des jeux vidéo avec mes amis pour célébrer le passage à la nouvelle année en ligne, il était temps d'aller me coucher. Il était minuit passé de quelques minutes, nous étions donc officiellement le 1er janvier 2024. En me dirigeant vers ma machine pour vérifier si le cycle avait enfin fonctionné, j'ai ouvert la porte du placard où elle se trouve, et mes yeux ont été immédiatement attirés par quelque chose de choquant, un énorme autocollant vert et orange, juste en dessous du compartiment à lessive. C'était impossible que je ne l'ai jamais remarqué auparavant. L'autocollant était bien trop voyant, il gâchait complètement l'esthétique sobre et épurée que j'apprécie tant. Je nettoie cet endroit chaque semaine, et j'y mets du détergent à chaque lavage. Je suis certain que j'aurais retiré cet autocollant dès le départ. En fait, j'ai même le souvenir très clair de l'avoir enlevé et jeté à la poubelle lorsque j'ai acheté la machine. Alors pourquoi était-il là ? Je comprends bien ce qu'est une mémoire fausse ou reconstruite, cela arrive dans le cadre de l'effet Mandela, par exemple. Mais ce n'était pas une erreur de mémoire. Ma machine était blanche et noire, et je l'avais choisie précisément pour ça. Ce qui rend cette expérience encore plus étrange, c'est que j'avais passé la journée à examiner cette machine de près, à la manipuler, à filmer des vidéos d'elle pour ma sœur. Pourtant, c'est seulement après minuit, en entrant dans la nouvelle année, que cet autocollant est apparu, comme par magie. Les vidéos que j'ai envoyées à ma sœur montrent malheureusement cette zone juste hors champ, donc je ne peux pas prouver que l'autocollant n'était pas là. Mais je parierais ma vie qu'il n'y était pas. Depuis, j'ai retiré cet autocollant et je l'ai jeté. À présent, en regardant ma machine, elle me semble de nouveau normale. Mais chaque fois que je pense à cet événement ou au moment précis où mes yeux ont vu cet autocollant, cela me donne physiquement mal à la tête. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose de similaire ? Quelque chose dont il peut affirmer, avec une certitude absolue, que cela ne peut pas être expliqué rationnellement. Tout le monde pense que je suis complètement folle, et je suis certaine qu'il doit y avoir une explication rationnelle. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser qu'un saut quantique ou quelque chose du genre pourrait expliquer ce qui m'est arrivé. Pour donner un peu de contexte, chaque nouvel an de ma vie a été assez déprimant. Ma mère avait cette habitude étrange d'aller se coucher avant minuit, en répétant « Ce que je fais la veille du nouvel an donne le ton pour l'année entière, et je veux bien dormir toute l'année. » Super excitant, n'est-ce pas ?
Quant à moi, je n'ai jamais eu beaucoup d'amis, alors je passais généralement la soirée avec une ou deux personnes, sans grand-chose à raconter. Mais cette année, j'ai décidé de changer de décor. Je suis parti dans une autre ville, où j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai passé une soirée incroyable. Je me suis laissé aller, j'ai bu beaucoup, je suis allé dans 2 clubs, j'ai rencontré des gens formidables. C'était vraiment une nuit mémorable. Le lendemain matin, je ne me sentais pas différente, pas intérieurement en tout cas. Mais tout autour de moi semblait avoir changé. C'était comme si les relations que j'entretenais avec mes proches avaient basculé dans une autre réalité. Prenons ma sœur, par exemple. Nous n'avons jamais vraiment bien fonctionné ensemble. 10 ans nous séparent, et nous étions incapables de comprendre le point de vue de l'autre. Ma mère, à l'inverse, était ma confidente. Nous avions une relation sans tabou, presque comme des sœurs dans une vie antérieure. Elle n'était pas une mère stricte avec des limites, elle était mon pilier, ma meilleure amie. Mais ce 1er janvier, tout a changé. J'étais incapable de lui parler. Pas juste un malaise passager, mais une véritable barrière invisible. En la regardant dans les yeux, mon intuition me disait, cette femme n'est pas ta sœur d'une vie passée. Oui, je sais que ça sonne fou. Pendant ce temps, ma relation avec ma sœur a complètement basculé. Nous étions tout à coup proches, comme si un interrupteur avait été actionné. Bien sûr, elle reste un peu réservée, c'est dans sa nature, mais nous parlons désormais librement, ce qui était inimaginable auparavant. Les changements ne se sont pas arrêtés là. Une fois rentré chez moi, j'ai découvert que ma meilleure amie prévoyait de déménager dans un autre état. Ce qui est étrange, c'est qu'elle ne m'en avait rien dit jusqu'à une semaine avant son départ. Ce n'est pas son genre de cacher des choses comme ça. Un vieil ami que je n'avais pas contacté depuis des mois est soudainement réapparu dans ma vie. Nous sommes devenus très proches, mais lui aussi semble différent. Il chante des chansons des Red Hot Chili Peppers par cœur, alors qu'il ne les mentionnait jamais avant. Quand je lui ai demandé, il m'a assuré qu'il les avait toujours adorés. Il parle aussi de sujets profonds maintenant, ce qu'il ne faisait jamais. Est-ce que quelques mois d'absence ont vraiment suffi à le transformer à ce point? C'est difficile à croire. Et ce n'est pas tout. Des gens que je connaissais à peine au lycée semblent soudain se souvenir de moi comme si j'avais été populaire. Certains savent même des détails sur moi dont je ne me souviens pas avoir parlé. Pourtant, j'étais loin d'être populaire. À chaque soirée, des inconnus me reconnaissent et m'accueillent comme si nous étions proches autrefois. Les changements vont même au-delà des relations. Une habitude destructrice que j'avais depuis des années, l'automutilation, a complètement disparu. Comme si, du jour au lendemain, je n'étais plus capable de me faire du mal. Et mon empreinte digitale, que j'utilisais pour déverrouiller mon téléphone, elle n'est plus reconnue. Ma mère, qui autrefois se souvenait de tous les détails de mon enfance, semble maintenant avoir des trous de mémoire. Quand je lui parle de souvenirs marquants que nous partagions, elle me regarde, déconcertée, et affirme ne se souvenir de rien. Cela l'a même fait pleurer. Notre relation, autrefois si fusionnelle, semble avoir perdu cette profondeur. En revanche, mon père, qui était distant et parfois cruel, est devenu bienveillant, presque réconfortant. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. C'est comme si j'avais traversé un miroir et atterri dans une version différente de ma réalité. Ma théorie, aussi farfelue soit-elle, est que peut-être, dans une autre dimension, je me suis suicidé le soir du Nouvel An et que j'ai été transporté ici, dans une réalité où je suis plus heureuse. Je sais que c'est probablement une exagération, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Hier soir, c'était le réveillon du Nouvel An. Mon mari, moi-même et 2 autres couples avions décidé de passer la soirée dans un quartier animé, plein de bars. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons tous fini complètement ivres. La soirée était ponctuée de verres et de cigarettes. Peu après minuit, j'ai décidé d'arrêter de boire pour éviter une gueule de bois le lendemain, mais j'ai continué à fumer. Ce détail est important pour la suite. Vers 2 heures du matin, la soirée touchait à sa fin. Nous étions dehors, grelottant dans le froid,
quand on s'est rendu compte que la personne qui devait gérer l'Uber était non seulement complètement saoule, mais que son téléphone était éteint. Il avait téléchargé l'application juste pour cette occasion, donc on se retrouvait dans une impasse. Aucun de nous n'avait l'habitude d'utiliser Uber, vu qu'on vient d'un endroit où ce service n'existe pas. C'était glacial, il faisait nuit noire, et il n'y avait absolument personne dans les rues. L'un d'entre nous, le plus saoul, tentait désespérément d'installer Uber sur son téléphone, mais c'était une vraie catastrophe. Alors que nous étions tous en train de tergiverser, un homme s'approche de notre groupe et demande une cigarette. Nous lui répondons tous non. Il commence à parler avec les gars du groupe, un large sourire sur le visage et un regard qui, dès le début, me mettait mal à l'aise. Il fait des blagues bizarres, allant même jusqu'à parler de coucher avec l'une d'entre nous. Mon mari, qui est naturellement très protecteur et encore plus lorsqu'il est ivre, lui dit sèchement de partir. L'homme finit par s'éloigner. 3 minutes plus tard, il revient et redemande une cigarette comme si c'était la première fois qu'il nous voyait. Là, mon esprit, un peu embrouillé par la fumette, commence à se rendre compte à quel point cet homme est étrange. Mon mari perd patience et lui dit une fois de plus de dégager, mais cette fois, le type commence à montrer une certaine agressivité avant de s'éloigner à nouveau. Je commence à surveiller ses mouvements. Il tourne au coin de l'immeuble juste à côté de nous et reste là, à nous fixer. À ce moment-là, je suis terrifié. J'essaie de convaincre tout le monde qu'il faut bouger, qu'on doit s'éloigner de cet endroit. Mais personne ne m'écoute. Ils sont tous trop ivres pour comprendre la gravité de la situation. Moi, je suis dans un état de paranoïa, persuadé que cet homme prépare quelque chose. Quelques instants plus tard, il revient encore une fois. Cette fois, il redemande une cigarette et mon mari perd complètement son calme. Il essaie de se battre avec lui, mais nous le retenons, lui disant que ça n'en vaut pas la peine. Le type s'éloigne à nouveau en courant, et c'est là que je commence à supplier qu'on appelle la police. Je suis convaincu qu'il mijote un truc. Tout à coup, l'homme réapparaît, cette fois en criant « Vous êtes en état d'arrestation ». Il court vers nous, la main droite dans sa poche, l'autre couvrant quelque chose, ce qui donnait l'impression qu'il tenait une arme. Le regard qu'il avait sur son visage était glaçant, rempli de rage, et je pensais qu'il allait nous abattre. Alors qu'il s'approche, il sort finalement un téléphone de sa poche et crie « Je rigole ». Mais il ne souriait pas. Il avait ce visage fermé, un mélange de colère et de folie, qui rendait tout encore plus effrayant. Mon mari et l'un de mes amis ont explosé de colère, criant sur lui, tandis qu'une autre amie hurlait pour qu'il se calme et qu'on arrête d'interagir avec cet homme. Heureusement, la personne saoule qui essayait de gérer l'Uber annonce soudain qu'une voiture est à 3 minutes. Ces 3 minutes ont été les plus longues de ma vie. L'Uber arrive enfin, et nous nous précipitons à l'intérieur comme si notre vie en dépendait. Je pense que ce qui rend cette expérience si effrayante, ce n'est pas seulement l'agression potentielle, mais le fait que cet homme n'était clairement pas mentalement stable ou était sous l'emprise de substances. L'imprévisibilité de ses actions a créé une terreur profonde. Nous sommes tous rentrés chez nous cette nuit-là, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si cette voiture n'était pas arrivée à temps. C'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Je n'ai jamais voulu écrire cela. Si j'avais eu le choix, j'aurais emporté cette vérité avec moi dans la tombe. Mais ce n'est pas une option. Les faits sont trop troublants et trop importants pour rester enfouis. Il n'y aura pas de 2024. Il n'y a pas eu de 2023 ni de 2022, du moins pas comme nous l'imaginons. Scientifique de formation, j'ai toujours été guidé par la logique et la preuve. Pendant des années, mon travail au sein d'Androlab a consisté à analyser les relations entre la gravité et le temps. Chaque instant porte une signature temporelle unique, et notre mission était de rechercher des motifs dans ces signatures sur plusieurs décennies. Seul le directeur du projet, le Dr Fallow, avait un accès complet à toutes les données. Mais un imprévu l'a contraint à quitter le laboratoire pour une urgence familiale, me confiant ses codes d'accès. Après avoir terminé les tâches habituelles, une curiosité irrépressible m'a poussé à examiner les fichiers restreints. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Les données montrées à l'équipe avaient été manipulées.
Les vraies signatures temporelles étaient figées depuis mai 2016. Le temps, dans sa progression naturelle, s'était arrêté. Pendant des années, Fallow avait masqué cette vérité. Alors que j'essayais de comprendre, Fallow est revenu au laboratoire. Son comportement nerveux et sa rapidité à quitter les lieux m'ont laissé perplexe. Avant de partir, j'ai remarqué une silhouette dans l'ombre du laboratoire. Cela ressemblait vaguement à un homme en costume noir, mais en détournant les yeux, il devenait quelque chose de totalement inhumain. Ses proportions étaient déformées, sa peau grisâtre semblait presque glisser, et ses doigts, trop nombreux, bougeaient de manière discordante. De retour chez moi, je n'ai pas pu chasser ce sentiment d'être observé. Déterminé à trouver des réponses, j'ai accédé à un ancien forum secret utilisé par des scientifiques pour partager anonymement des découvertes sensibles. Alors que je m'apprêtais à publier mes résultats, une sensation glaciale m'a paralysé. Une créature était là. Ses doigts démesurés et articulés de façon étrange étaient posés sur ma tête. À travers une intrusion mentale insupportable, elle a transmis une vérité terrifiante: nous vivons dans une boucle temporelle orchestrée. Chaque cycle est légèrement dégradé pour maximiser la peur et la souffrance, une source d'énergie pour ces êtres qui nous maintiennent prisonniers. L'expérience qu'elle m'a imposée a rendu cette réalité encore plus claire. J'ai été projeté dans un futur sombre, où la faim, la maladie et une froideur incessante dominaient. Des créatures noires, affamées et sauvages, m'ont traqué jusqu'à ce que leur croc déchire ma chair. Le cauchemar s'est terminé, mais la douleur et l'horreur étaient réelles. De retour à la réalité, je n'avais plus aucun doute sur la véracité de ce que j'avais découvert. Ces êtres ne me tueraient pas tout de suite. Leur but était de me forcer à transmettre leur vérité, à observer comment l'humanité réagirait à cette révélation. Je ne veux pas que vous lisiez cela. Je souhaite ne jamais l'avoir su moi-même. Mais il semble que mon rôle soit d'avertir. Nous vivons dans une simulation, une boucle temporelle manipulée. Chaque année qui passe est un outil pour maximiser la peur, la souffrance et le désespoir. Et il n'y a aucune échappatoire. J'ai assisté à ce qui devait être une soirée inoubliable pour célébrer le passage à 2015 chez un ami proche. Je m'attendais à rester éveillé jusqu'à l'aube, alors j'avais pris soin de manger un bon dîner avant de partir. Je suis arrivé tard, autour de 23 heures, avec 2 de mes meilleurs amis. Notre groupe social est très uni, et même si la fête accueillait plusieurs groupes de musique, je connaissais pratiquement tout le monde parmi les 60 personnes déjà présentes à mon arrivée. L'atmosphère était joyeuse, tout le monde célébrait, buvait et passait un bon moment. J'avais prévu de retrouver d'autres amis vers 2 heures du matin, une fois qu'ils auraient terminé leur service dans un événement public. Je buvais donc modérément, comme à mon habitude. Je suis loin d'être novice en matière d'alcool et j'ai une tolérance assez élevée. À minuit, la fête avait doublé en taille, accueillant au moins une centaine de personnes. De nouvelles têtes arrivaient, venant de fêtes voisines ou du quartier universitaire environnant, malgré les tentatives de limiter les invités à des connaissances communes. Vers 1 heure du matin, j'ai ouvert ma 3e bière tout en prenant des photos, envoyant des snaps et discutant par message avec des amis qui n'étaient pas là. Vers 1h30, j'ai commencé à me sentir vraiment ivre, bien plus que ce que 3 bières auraient dû provoquer. Pensant que c'était dû à l'agitation ou à la foule, je suis allé dans le salon, quasiment vide, pour prendre un moment de calme et envoyer un message à une amie, l'invitant à venir. Alors que je terminais mon message, j'ai senti une présence derrière moi. Une personne s'est pressée contre moi, posant sa main sur ma hanche. Je me suis figé, sentant son souffle près de mon oreille. Mais ce qu'il a dit m'a glacé, ce n'était pas un murmure, mais une phrase distincte. « Dans quelques minutes, tu ne te souviendras de rien, et je vais te violer. » Je suis resté paralysé. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. Ce n'était pas l'alcool qui me rendait confuse. J'avais été drogué. J'ai su que je n'avais que quelques instants pour agir. Rassemblant le peu de lucidité qu'il me restait, j'ai couru. Sans me retourner, j'ai pris mon sac et mon manteau, et commencé à appeler mes 2 amis que je devais retrouver à 2 heures. Mais j'étais tellement désorienté que je n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait. Je pleurais,
marchant à travers la maison en quête d'aide, mais mon esprit était embrouillé. Heureusement, mon premier ami a pu quitter son service plus tôt pour venir me chercher. Pendant ce temps, l'homme me poursuivait littéralement. Lorsque je suis monté dans la voiture, mon ami m'a raconté plus tard que ce type essayait de l'arrêter, prétendant qu'il était mon ami et qu'il allait me ramener chez moi. Apparemment, je n'arrêtais pas de crier « Conduis ! Conduis !» Nous avons retrouvé mon deuxième ami chez moi. Peu après, vers 2h30, j'ai perdu connaissance. Mes amis ont tenté de me réveiller, me secouant, essayant d'obtenir une réaction, mais rien. J'étais complètement inconsciente. Ils sont restés à mes côtés toute la nuit, veillant sur moi pour s'assurer que j'allais bien. Vers 7h du matin, j'ai réussi, je ne sais comment, à me lever et à me traîner jusqu'à mon lit. Quand je me suis réveillé à 9h, j'étais complètement désorienté, sans savoir où je me trouvais. Le soulagement de découvrir que j'étais en sécurité chez moi était indescriptible. J'ai été sous l'effet de la drogue pendant un total de 20 heures, et il m'a fallu plusieurs jours pour me sentir à nouveau normal. Je ne saurai probablement jamais qui m'a drogué. Je n'ai qu'une description très vague de cet homme, et malgré mes efforts pour m'en souvenir, les détails restent flous. Aujourd'hui encore, je pense à ce qui aurait pu arriver si mes amis n'avaient pas été là pour me protéger. J'avais décidé de passer le nouvel an à San Antonio avec une amie. Avec le recul, j'aurais probablement choisi une autre destination, mais je n'avais jamais visité cette ville auparavant, et l'idée de découvrir un nouvel endroit me semblait excitante. Nous avions trouvé un logement incroyablement bon marché, à quelques minutes à pied du Riverwalk. Certes, le quartier n'était pas des plus accueillants, ce qui était évident dès notre arrivée, mais c'était calme. Je me suis dit que ça irait. Le jour du Nouvel An, mon amie est tombée malade, probablement une intoxication alimentaire. Elle m'a demandé si je pouvais aller lui chercher quelques trucs au magasin du coin pour l'aider à se sentir mieux. Je n'étais pas à l'aise à l'idée de conduire son pick-up, et comme la station-service la plus proche n'était qu'à 8 minutes à pied, j'ai décidé de m'y rendre à pied. La première partie du trajet s'est déroulée sans problème. Le quartier était calme, presque trop calme, mais je n'ai croisé personne, et j'ai atteint la station sans encombre. Une fois sur place, j'ai réalisé qu'il n'avait pas de pédiassure ou de pédialyte. Un peu agacé, mais déterminé, j'ai décidé de marcher jusqu'à une autre station-service, située à environ 5 minutes de là. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. En chemin, j'ai remarqué 2 hommes sans abri qui traînaient près de leur tente, juste à côté de la rue que je devais emprunter. Au départ, je n'ai pas prêté attention et prévu de passer sans m'arrêter, mais en m'approchant, j'ai senti leur regard fixé sur moi. Ils me dévisageaient avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Je mesure 1m65, je suis en bonne condition physique, mais rien qui puisse me donner l'assurance de tenir tête à 2 hommes adultes. Je ne voulais pas prendre de risques. Plutôt que de continuer tout droit, j'ai tourné au coin de la rue, espérant qu'ils me laisseraient tranquille. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu l'un d'eux appeler un 3e homme. Le ton était pressant, et Randy, viens par ici. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil derrière moi, ils étaient 3 maintenant, et ils commençaient à me suivre. Ils étaient encore assez loin, mais suffisamment proches pour que je devienne méfiante. Je continuais de marcher, mais chaque pas me rendait plus nerveuse. Quelques minutes plus tard, j'ai tourné de nouveau la tête et, à ma grande horreur, je les ai vus se pencher en avant, comme pour se cacher, tout en se rapprochant rapidement. Leur comportement semblait délibéré, et je sentais le danger se rapprocher. Sans réfléchir davantage, j'ai décidé d'abandonner ma quête de pédialyte et de retourner directement à notre logement. En arrivant à 2 pâtés de maison de notre location, j'ai jeté un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule. Cette fois, ils étaient à découvert et se déplaçaient beaucoup plus vite. Leur rythme s'accélérait, leur voix s'élevant dans la nuit. Je n'ai pas attendu de comprendre ce qu'ils disaient. Mon instinct a pris le dessus, et j'ai commencé à courir de toutes mes forces. Je pouvais entendre leurs pas derrière moi. Ils criaient, mais je n'osais pas me retourner. Je me concentrais uniquement sur mon objectif, atteindre la porte de notre logement avant qu'ils ne puissent me rattraper. À bout de souffle,
j'ai enfin atteint l'entrée, ouvert la porte et l'ai claquée derrière moi. Je l'ai verrouillée immédiatement et me suis précipité vers le Judas pour voir s'il continuait à me suivre. À travers le Judas, j'ai vu les 3 hommes débouler au coin de la rue. Ils semblaient frénétiques, cherchant dans toutes les directions, discutant vivement entre eux. Je suis resté figé, regardant avec horreur leurs gestes désordonnés. Après quelques minutes qui m'ont semblé une éternité, ils ont finalement abandonné et se sont éloignés. Cette expérience m'a glacé. Ce quartier tranquille que je croyais sans histoire venait de me montrer un tout autre visage. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été vigilante. Quant au pédialyte, je n'ai pas tenté une deuxième sortie. J'ai fini par le commander en livraison, et j'ai juré de ne plus jamais m'aventurer seul à une heure aussi tardive, surtout dans un endroit que je ne connais pas. Ce réveillon du Nouvel An a commencé comme la plupart des miens, seul. Mais cette fois-ci, le décor était différent. Au lieu de mon habituel studio exigu, je passais la soirée dans la maison de mes parents récemment décédés et quand je dis récemment, c'est un euphémisme. Ils étaient enterrés depuis à peine 2 semaines. La seule raison pour laquelle j'avais vu mon frère et ma sœur à Noël avait été les funérailles et la lecture du testament. Comme prévu, je n'avais rien reçu. Mes frères et sœurs, bien que distants, n'étaient pas totalement insensibles à mon égard. La maison avait été laissée à mon frère, mais comme il était dans l'armée et passait la plupart de son temps à l'étranger, il avait eu la gentillesse de me transférer la propriété. Mon plan était de vendre la maison et d'utiliser l'argent pour quitter mon studio et m'installer dans un petit appartement d'une chambre. J'avais déjà contacté un agent immobilier et commencé à préparer la maison pour la vente quand le réveillon du Nouvel An est arrivé. Mais j'avais décidé que, cette année, je passerais une dernière nuit dans cette maison où j'avais grandi, malgré tous les souvenirs amers qu'elle contenait. Il était environ 18 heures, et le soleil s'était couché depuis longtemps. Depuis la fenêtre du salon, je regardais l'obscurité qui enveloppait l'immense jardin. La petite lumière du porche éclairait à peine une dizaine de mètres devant la maison. C'était une nuit d'hiver typique dans le nord de l'État de New York, l'herbe morte, pas de neige, et un froid mordant. Aucun bruit ne troublait le silence, hormis le crépitement du feu dans la cheminée. Après un moment, je fermai les rideaux, laissant l'obscurité derrière moi. Je décidai de commencer les festivités plus tôt que prévu. Dans la cuisine, je pris une des 2 bouteilles de champagne que j'avais achetées la veille. En refermant le frigo, mon regard tomba sur les photos accrochées sur la porte. Mon frère en tenue de baseball, ma sœur lors d'un récital de piano, et une photo de famille. Celle-ci attira mon attention. C'était une photo récente, mes parents, mon frère et ma sœur posant devant la cheminée à Noël, entourés de décorations festives. Leur sourire rayonnait, surtout celui de mes parents. Ils semblaient sincèrement heureux, et cela fit disparaître le sourire qui s'était esquissé sur mon visage. Heureux qu'ils soient ensemble. Heureux que je ne sois pas là. Je laissai tomber la photo sur le sol, pris une longue gorgée de champagne, et m'affalai dans le fauteuil de mon père. J'essayais de ne pas sombrer dans mes pensées, mais les souvenirs étaient trop nombreux, trop lourds. Il y avait trop de fantômes dans cette maison, trop de mots non dits, trop de blessures encore ouvertes. Un bruit sourd contre la fenêtre du salon me tira brusquement de mes pensées. Le bruit avait été si fort que je sursautai, renversant une partie de mon champagne. En écartant le rideau, je fus surpris par un épais brouillard gris qui enveloppait la maison. C'était étrange, presque surnaturel. Je cherchais des yeux ce qui avait pu heurter la fenêtre, mais je ne vis rien. Juste une empreinte de main sur le verre, clairement humaine, pourtant je savais que personne n'était là plus tôt. Essayant de me rassurer, je mis de la musique dans la cuisine pour me changer les idées. Je dansais, buvais, et commençais presque à m'amuser quand un énorme fracas retentit à l'arrière de la maison. La porte arrière venait de claquer violemment. Elle était ouverte. Je courus pour verrouiller la porte, mon cœur battant à tout rompre. Dehors, dans le brouillard, on ne voyait rien. Mais je sentais une présence, quelque chose d'indéfinissable, et pourtant indéniablement hostile. Quelques heures plus tard, alors que je me détendais dans le salon, le calme fut à nouveau brisé. Cette fois,
c'était la porte d'entrée qui tremblait sous des coups violents. Chaque frappe résonnait comme une menace. Je pris mon téléphone pour appeler la police, mais il était mort. Totalement déchargé, alors qu'il était presque plein quelques minutes auparavant. Je courus à l'étage, poursuivi par des bruits de pas. Ces bruits n'étaient pas humains, ils étaient lourds, pressants, et accompagnés de grognements inhumains. Dans ma chambre, je verrouillai les 4 verrous que j'avais installés à l'adolescence. De l'autre côté de la porte, quelque chose frappait avec une force inhumaine. Et puis, des voix se firent entendre, rauques, sèches, remplies de haine. Elles répétaient le même mot, encore et encore, pars. J'étais terrorisé, mais une colère sourde monta en moi. C'était ma maison, mon enfance. Pourquoi devrais-je fuir? C'est ma maison. Vous partez, criai-je avec une rage que je ne savais pas posséder. Les voix répondirent par des hurlements furieux et des coups encore plus violents contre la porte. Mais soudain, tout s'arrêta. Le lendemain matin, je sortis de ma chambre. Les portes étaient enfoncées, des traces de griffes couvraient les murs, et sur la porte d'entrée, un mot était gravé profondément, pars. Je savais ce que je devais faire. Je n'allais pas fuir. Cette maison ne me chasserait pas. Mais elle ne serait plus jamais un foyer. J'appelai un promoteur immobilier ce jour-là. La maison serait rasée, détruite. Ce serait ma revanche, mon adieu. Et peu importe ce qui se cachait dans cette maison, je ferai en sorte qu'il n'y reste plus rien. Cela m'est arrivé un soir de Nouvel An, il y a quelques années, et même aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé à personne. Rien que d'y repenser, j'ai des frissons. Ce souvenir me hante encore, comme une ombre qui refuse de s'effacer. Pour donner un peu de contexte, je travaille dans un hôpital qui existe depuis des décennies, presque un siècle. Il a ce charme ancien et inquiétant, des boiseries travaillées, des couloirs faiblement éclairés, et des recoins qui semblent regorger de secrets oubliés. Ce n'est pas étonnant que cet endroit ait accumulé son lot d'histoires de fantômes. Beaucoup de mes collègues ont des anecdotes troublantes à raconter, des silhouettes aperçues du coin de l'œil, des bruits de pas dans des couloirs déserts, ou ce sentiment glacé d'être observé. Je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention, préférant attribuer ces sensations à la fatigue des gardes de nuit. Mais cette nuit-là, tout a changé. Il était précisément 3 heures du matin. Je le sais parce que le grand pendule, qui trône dans un coin du hall principal, venait tout juste de sonner. Je faisais mon habituelle promenade pour me dégourdir les jambes, un rituel pour rester éveillé. Le hall est un mélange curieux d'ancien et de moderne, un sol carrelé d'époque, un vieux tourne-porte en bois massif, des statues qui semblent vous suivre du regard, et des ajouts modernes comme un poste de sécurité et des portes automatiques vitrées. Alors que j'entrais dans le hall, j'ai soudainement senti mon cœur s'arrêter. Une des portes automatiques, normalement verrouillée à partir de 20 heures, s'était mise à bouger de manière frénétique. Elle s'ouvrait à peine d'un quart avant de se refermer brutalement, encore et encore, dans un rythme chaotique. Cela ressemblait à quelqu'un ou quelque chose qui tentait désespérément de forcer l'entrée. Je suis resté figé, incapable de bouger, comme pétrifié. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle, un problème mécanique? Une interférence? Mais rien ne collait. Je savais que le capteur ne pouvait pas m'avoir détecté, j'étais trop loin. Et j'étais seul dans cet immense espace vide. Puis, d'un coup, la porte s'est arrêtée. Un silence lourd a envahi le hall, oppressant, presque palpable. Juste le temps d'un souffle, comme si tout s'était figé. Puis, comme animé d'une volonté propre, la porte a recommencé à bouger, encore plus vite et plus frénétiquement qu'avant, comme si elle était animée par une sorte de rage désespérée. Mon corps tout entier était envahi de frissons. J'avais la sensation d'être observé, pas par une personne, mais par une présence, quelque chose d'indéfinissable. Quand la porte a marqué une pause, je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné les talons et couru aussi vite que je pouvais, mon cœur battant à tout rompre. De retour dans le service, j'étais encore tremblante. Mes collègues m'ont regardé avec curiosité et inquiétude, me demandant si tout allait bien. Tout ce que j'ai pu répondre, c'est un vague «
je suis juste fatigué. Je ne pouvais pas leur expliquer. Comment décrire quelque chose d'aussi irrationnel, d'aussi inexplicable? Depuis ce soir-là, j'évite soigneusement ce hall, ainsi que les autres parties anciennes de l'hôpital. J'essaie de me convaincre que c'était un simple dysfonctionnement technique, peut-être une défaillance des capteurs ou un problème d'électricité. Mais, au fond de moi, je sais que ce n'était pas ça. L'atmosphère, l'intensité du moment, ce sentiment glacial. Ce n'était pas juste une coïncidence. Je continue de travailler de nuit, et oui, il m'arrive parfois d'entendre des bruits étranges ou de percevoir des ombres fugaces. Mais rien de tout cela ne s'approche de ce que j'ai vécu cette nuit-là. Chaque année, à l'approche du Nouvel An, lorsque l'horloge sonne 3 heures du matin, ce souvenir revient, me rappelant que certaines choses échappent à toute explication logique. J'ai passé la soirée du Nouvel An avec mes parents et mon copain. Tous les 4, nous avons joué à des jeux plutôt banals pour tuer le temps jusqu'à minuit. Lorsque nous avons célébré la nouvelle année avec des câlins serrés et des baisers discrets, quelque chose d'étrange s'est produit. Je pensais m'être endormi à table, mais selon mes parents, j'étais éveillé. Ils m'ont raconté que je continuais à parler, à grignoter et même à lancer des pièces du jeu sur mon copain, ce dont je n'ai absolument aucun souvenir. Quand je suis revenu à moi, 1 heure s'était écoulée, mais j'avais l'impression d'avoir dormi une éternité. C'est difficile à décrire, mais c'était comme un brouillard dans mon esprit, une sensation confuse et désorientante. Un détail étrange, je porte des bagues en argent, et plusieurs d'entre elles avaient viré au vert pendant ce laps de temps. Ma mère a pensé que c'était à cause des lingettes désinfectantes que j'avais utilisées plus tôt dans la soirée, mais j'avais pris soin de les tenir éloignés de mes bijoux. Cette explication ne semblait pas coller. En plus, je me sentais légèrement malade après cet épisode, alors que j'étais en parfaite santé avant. Le plus troublant, c'est que mon copain a vécu la même chose. Il m'a dit qu'il avait aussi ressenti cette sensation de vide et de confusion pendant un moment. Pourtant, mes parents, qui étaient dans la même pièce que nous tout le long, n'ont absolument rien remarqué d'anormal. Ils étaient complètement épargnés. Je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. C'était comme si, pendant 1 heure, mon esprit avait quitté mon corps, ou que j'avais basculé dans une autre réalité. Est-ce que c'était une sorte de phénomène partagé entre mon copain et moi, ou juste une coïncidence étrange? Je n'en ai aucune idée, mais cette expérience continue de me hanter. Le jour du Nouvel An 2010, je traversais les États-Unis en camion de déménagement, partant de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour rejoindre Eugene, dans l'Oregon. J'avais 24 ans, et mon fidèle pitbull de 2 ans m'accompagnait dans un U-Haul de 14 pieds rempli de toutes mes affaires. Mon équipement technologique se résumait à un simple téléphone à clapet et des itinéraires imprimés depuis MapQuest. À cette époque, les téléphones intelligents venaient tout juste de faire leur apparition, mais je n'en possédais pas encore. Quant à la couverture téléphonique, elle était bien moins fiable, et traverser le désert signifiait souvent des centaines de kilomètres sans aucun signal. En plein cœur du Texas, sur une longue portion de route déserte, j'ai réalisé que mon camion était dangereusement bas en carburant. Je n'avais vu ni ville ni sortie depuis un moment, et l'angoisse montait alors que l'aiguille du réservoir flirtait dangereusement avec le vide. Juste au moment où je commençais à paniquer, une petite ville est apparue au loin. Soulagé, je me suis arrêté à une station-service pour faire le plein. C'était une ville minuscule, à peine 6 rues en tout. Tellement concentré sur mon problème de carburant, je n'ai même pas pris la peine de noter le nom de l'endroit. Une fois le plein fait, je me suis préparé à reprendre la route, mais c'est là que les choses ont commencé à dérailler. Pour une raison qui m'échappait complètement, je ne parvenais pas à retrouver l'autoroute. J'ai tourné dans la ville plusieurs fois, devenant de plus en plus frustré. La ville était si petite, comment diable pouvais-je ne pas trouver la sortie? Pourtant, malgré mes efforts, je restais coincé. En désespoir de cause, je suis retourné à la station-service pour demander mon chemin. À l'intérieur, un homme mince aux cheveux noirs gras, tombant devant ses yeux, était assis derrière le comptoir, plongé dans un magazine. Il semblait indifférent à ma présence, presque agacé que je l'interrompe.
Quand je lui ai demandé comment rejoindre l'autoroute, il m'a donné des indications étranges, me disant de prendre une route qui, selon lui, me mènerait à l'autoroute après environ 17 miles. Cela ne collait pas. Je lui ai fait remarquer que je n'avais pas conduit aussi loin pour entrer dans la ville, alors pourquoi cela prendrait-il autant de temps pour en sortir, surtout que je pouvais littéralement voir l'autoroute d'où nous étions. Son explication était confuse, parlant de virages et de chemins détournés, et il n'a jamais levé les yeux pour me regarder. D'un geste de la main, il m'a simplement indiqué la porte, comme pour dire « fais ce que tu veux ». De retour dans le parking, une vague de panique m'a submergé. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient, et je me suis mis à pleurer sans raison apparente. Quelque chose dans cette interaction me donnait un très mauvais pressentiment. Je savais au fond de moi qu'il ne fallait pas suivre ces indications. Mais où pouvais-je trouver de l'aide dans ce trou perdu? C'est alors qu'un vieux pick-up rouge, cabossé et couvert de rouille, est arrivé. De la cabine est descendu un homme massif, vêtu d'une chemise en flanelle et de bottes de travail. Tout chez lui, de son allure décontractée à son visage marqué par la vie, criait texan. Sans réfléchir, je me suis approché de lui, en espérant qu'il pourrait m'aider. Je lui ai expliqué que je ne parvenais pas à retrouver l'autoroute. À ma grande surprise, il a ri gentiment et m'a donné des indications claires, un virage en épingle à cheveux près d'un petit tunnel en béton que j'avais apparemment manqué plusieurs fois. Il a même plaisanté sur le fait que les voyageurs s'y perdaient souvent parce que le panneau de signalisation était mal placé. Ma curiosité a pris le dessus, et je lui ai demandé combien de miles cela représentait. Il m'a regardé, légèrement surpris, et a répondu que l'autoroute était à moins d'un quart de mile, visible depuis la ville. C'est là que j'ai mentionné les indications données par l'homme de la station-service. En entendant cela, son expression a changé. Il m'a demandé où j'avais obtenu ces informations et, après un moment d'hésitation, m'a demandé de décrire l'homme derrière le comptoir. Je lui ai parlé de sa silhouette maigre, de ses cheveux sales et de son attitude désintéressée. L'homme, désormais sérieux, m'a expliqué que la route indiquée par le préposé ne menait pas à l'autoroute. Elle s'éloignait de la ville et s'arrêtait au bout de 17 miles dans un coin perdu du désert. Là-bas, il n'y avait rien, si ce n'est quelques vieilles caravanes et voitures abandonnées appartenant à une famille connue localement pour ses activités douteuses, drogue, alcoolisme et violence. En entendant cela, un frisson glacé m'a parcouru. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui aurait pu m'arriver si j'avais suivi les indications du préposé. L'homme, que j'ai mentalement surnommé « Texas », m'a conseillé de toujours écouter mon instinct et de faire attention en voyageant seul. Grâce à ces conseils, j'ai trouvé l'autoroute en quelques minutes et j'ai repris ma route, le cœur battant encore de cette mésaventure. Ce jour-là, j'ai appris 2 choses, écouter mes instincts peut me sauver la vie, et parfois, les anges portent des chemises en flanelle et conduisent de vieux pick-UPS rouillés. Merci, Texan inconnu. Tu as sauvé mon nouvel an, et je penserai toujours à toi avec gratitude. Dans la nuit du Nouvel An, un événement particulièrement étrange s'est produit. Une scène qui, même avec du recul, me laisse perplexe et un peu effrayé. La soirée avait commencé comme toutes les autres soirées de réveillon, un mélange de fêtes, d'alcool et de cigarettes qui brûlaient doucement dans une ambiance de fin d'année. Vers 2h30 du matin, le moment était venu de quitter la fête où mes amis et moi nous trouvions. Nous sommes retournés en ville, dans le parking résidentiel du complexe de condos où je vis. Nous avions gardé le reste d'un blunt de la soirée et avions décidé de le finir tranquillement dans la voiture. Le parking était calme, plongé dans une obscurité paisible, seulement interrompue par quelques lumières vacillantes provenant des fenêtres alentour. Nous étions là depuis à peine 2 minutes, savourant les dernières bouffées, quand un homme est apparu, titubant sur la route qui traverse le parking. Cette route descendait vers quelques maisons que je connaissais bien, puisque je savais à peu près qui habitait là. L'homme n'a pas attiré notre attention outre mesure. Il avait l'air ivre, ou peut-être simplement fatigué, et a continué son chemin. Puis, 1 minute plus tard, une adolescente est apparue. Elle portait une robe courte, sans chaussures ni chaussettes. Elle avançait lentement, les pieds nus sur le bitume froid, ce qui semblait incongru vu l'heure et les températures glaciales de cette nuit d'hiver.
Je commençais à me demander ce qu'il se passait chez mes voisins, me demandant si une fête un peu chaotique n'était pas en cours en bas de la rue. La fille a traversé le parking sans dire un mot, le visage impassible. Elle a tourné dans la rue principale et a disparu de notre champ de vision. Au début, mes amis et moi avons décidé de ne pas nous en mêler. Elle paraissait calme, malgré sa tenue inadéquate, et elle marchait sans trébucher. Mais les choses ont rapidement pris une tournure étrange. Quelques minutes plus tard, elle est réapparue, courant aussi vite qu'elle le pouvait sans chaussures. Elle avait l'air terrifiée. Lorsqu'elle nous a rejoints près de la voiture, ses yeux reflétaient une peur si intense qu'elle semblait paralysée par l'angoisse. Mon ami Mads a tenté de lui demander ce qui n'allait pas, mais elle a reculé, tremblant. Puis, d'un doigt tremblant, elle a pointé en direction de la rue principale, sans dire un mot. Nous avons tous regardé dans la direction qu'elle indiquait, mais rien n'était visible dans l'obscurité de la nuit. Curieux et légèrement inquiets, Max et moi avons décidé d'aller jeter un œil. Nous avons insisté pour que Mads et ta fasse monter la fille dans la voiture et verrouille les portières. En montant la rue principale, tout semblait calme. Le silence, pourtant, paraissait lourd, comme s'il y avait quelque chose de dissimulé juste hors de notre vue. Nous avons continué à marcher jusqu'à atteindre le seul lampadaire fonctionnel de cette partie de la rue. Celui-ci avait la mauvaise habitude de s'éteindre dès qu'on passait dessous, et cette nuit-là, il n'a pas fait exception. Lorsque la lumière s'est éteinte, nous nous sommes retrouvés dans une obscurité presque totale, éclairée seulement par une faible lumière au bout d'une allée voisine. C'est alors que nous l'avons vu. Quelque chose, qui ressemblait vaguement à un humain, descendait la rue vers nous. La chose se déplaçait de manière étrange, comme si elle était accroupie à moitié, ses bras ballants traînant presque au sol. Elle émettait un son guttural, un mélange de gargouillements et de souffles rauques. Sa silhouette semblait floue, irréelle, et aucun de nous ne pouvait distinguer son visage. La peur nous a saisis d'un coup. Sans dire un mot, Max et moi avons tourné les talons et couru aussi vite que possible. Je me suis précipité directement dans mon appartement, verrouillant la porte derrière moi, tandis que Max s'est jeté dans la voiture de Ta. En quelques secondes, j'ai entendu le crissement des pneus alors que la voiture quittait précipitamment le parking. Je n'ai pas osé regarder par la fenêtre pour voir si la chose continuait de descendre la rue. Même maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander ce que c'était. Ce n'était ni un humain, ni un animal. Et à chaque fois que je repense à cette nuit, je ressens encore ce frisson glacé qui me parcourait lorsque cette silhouette inhumaine avançait vers nous dans l'obscurité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.